Et Média en scène se poursuit, troisième édition cette année, en direct de la Maison de la Radio. Nous sommes actuellement toujours sur la scène de l'Auditorium, une édition particulière compte tenu du Covid. Eh bien, vous pouvez la suivre en direct donc sur Internet. Et vous pouvez d'ailleurs regarder l'ensemble des keynotes ou bien encore des tables rondes qui ont été proposées. Vous pouvez retrouver notamment également le discours prononcé cet après-midi par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, ou bien encore revivre, pourquoi pas, la table ronde exceptionnelle qu'on vous proposait il y a quelques minutes avec l'ensemble des présidentes et des présidents de l'audiovisuel public. Mais pour l'instant, eh bien, nous allons passer les frontières, aller voir ce qui se passe à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, puisque depuis quelques années, la BBC, qui est souvent prise en exemple, a entamé une véritable mutation, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On en parle avec Lucas Manger, le directeur adjoint de la rédaction de France Info. Je vous en prie, Lucas, venez vous asseoir. Merci. Et votre invité, James Evanson, BBC Head of Journalist. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont déjà connectés depuis ce matin, et vous êtes très nombreux. Je suis dans cet auditorium magnifique de Radio France sans public, vous l'avez compris, cette année pour cause de pandémie et de virus et donc de prévention. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir, après avoir entendu les présidents de groupes de l'audiovisuel public, de recevoir James Stephenson. Bonjour James. James Stephenson est le directeur de l'information de la BBC News. Il est le patron de la direction éditoriale, de la production d'informations pour la radio, la télévision et le numérique. C'est déjà énorme. Mais James fait aussi partie du groupe de réflexion interne en charge de la modernisation de la BBC. On va donc vous écouter avec un immense intérêt, James, notamment sur la question de l'impartialité, comment nos amis et nos cousins de la BBC gèrent cette question absolument fondamentale pour nous tous, journalistes de l'audiovisuel public et journalistes aussi dans les groupes privés. James, c'est à vous, je vous laisse la parole. Nous aurons ensuite la place pour des questions à la suite de votre intervention. N'hésitez pas à poser des questions, je peux y avoir accès aux questions que vous posez directement sur le site de Média en scène. Merci pour cette invitation à cette conférence intéressante et importante. Merci aussi beaucoup de me permettre de m'adresser à vous en anglais. Je ne peux pas m'adresser en français, mais je pense que si je l'avais fait, vous n'auriez sans doute pas été particulièrement content. Donc je suis ravi de pouvoir m'exprimer en anglais. Alors évidemment, nous sommes au cœur de cette terrible pandémie et un grand nombre des défis que nous affrontons sont les mêmes. Je sais que j'ai parlé à un certain nombre de collègues qui travaillent dans les médias de service public et nous faisons face aux mêmes défis éditoriaux, aux mêmes problèmes éditoriaux. Par exemple, les restrictions, les confinements qui ont eu lieu dans nos différents pays, les problèmes associés aux EPI, aux équipements de protection individuelle dans les hôpitaux et ailleurs, les terribles problèmes que nous avons rencontrés, en tout cas ici au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens avec les EHPAD, le secteur des EHPAD et les défis tout à fait particuliers et peut-être même les échecs qui ont eu lieu dans ce domaine. Et puis, une nouvelle récente, l'espoir qu'apportent ces nouveaux vaccins, mais aussi tous les défis qui restent dans le domaine des dernières approbations et aussi comment faire parvenir ces vaccins au grand public. Donc nous avons évidemment des défis communs. Après tout, c'est la nature de cette pandémie, c'est qu'elle couvre le monde entier, mais on m'a aussi demandé de vous parler du point de vue de la BBC. Je suis tout à fait ravi de le faire avec vous aujourd'hui. Je dirais que la première crise à laquelle nous devons faire face, c'est bien entendu la pandémie elle-même. Il ne faut pas oublier l'échelle formidable de cette crise. En tout cas, c'est sans doute la plus grande crise que moi j'ai connue dans ma vie professionnelle. Et nous, notre sentiment ici, c'est aussi que c'est le plus grand défi auquel est dû faire face la BBC en termes d'information depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors on est tous habitués à annoncer des mauvaises nouvelles, mais ici la durée, la gravité de cette crise crée vraiment des difficultés tout à fait particulières pour l'ensemble de nos équipes qui travaillent pour informer les publics, mais aussi les publics qui ont dû affronter
une période vraiment très sombre et difficile. Personnellement, je ne m'attendais certainement pas au fait que nous pourrions tous les jours donner un bilan des décès quotidiens dus au coronavirus. C'est quelque chose de tout à fait choquant et on est presque habitué d'ailleurs, mais si on y réfléchit un instant, c'est vraiment quelque chose de terrible que nous devons faire. Et d'ailleurs, c'est notre devoir de le faire. Et un petit peu plus tôt dans l'année, notre propre Premier ministre s'est retrouvé en soins intensifs et a dû lutter contre la maladie. Alors je dirais, maintenant c'est plutôt sa survie politique pour laquelle il est en train de se battre. Donc c'est quelque chose de plus classique. Alors pour ce qui est de la réponse de la BBC, la réponse éditoriale particulièrement face au coronavirus, je crois qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont importants. Alors, je l'ai déjà dit, évidemment, il y a les données. Les données sont devenues un élément central pour comprendre l'histoire, pour raconter l'histoire, le nombre d'admissions à l'hôpital, le nombre de décès, le nombre d'infections et toutes les informations qui y sont associées. Les épidémiologues sont devenus maintenant des invités constants dans nos différentes émissions. Nous avons également des briefings quotidiens sur ce que racontent ces différents chiffres, quelles sont les indications qu'elles donnent, négatives ou positives pour l'avenir. Mais par-dessus tout, c'est plutôt le prix humain qui nous a le plus intéressés au cours de cette pandémie. Et ça, c'est à la fois pour ceux qui sont décédés, pour leurs familles, ceux qui sont malades, mais aussi l'impact sur la vie quotidienne, et particulièrement pour tous ceux, évidemment, qui sont au front, ceux qui sont les soignants ou tous les travailleurs essentiels qui continuent à faire tourner la société dans des circonstances particulièrement difficiles. Alors, certains des sujets les plus compliqués que nous avons réalisés, ce sont des sujets qui ont été réalisés dans les unités de soins intensifs, en Italie particulièrement, où la pandémie a frappé avec une terrible force et avant qu'elle ne se répande dans les semaines suivantes dans différents pays européens, y compris le Royaume-Uni, et puis ensuite des reportages tournés dans nos propres hôpitaux, ici au Royaume-Uni. Et les gens ont tout à fait reconnu et acceptent qu'il était important de savoir en quoi consistait véritablement sur le terrain cette lutte contre la maladie. Mais nous avons aussi essayé d'apporter à nos publics de l'espoir. Nous n'avons pas fait que ça, bien sûr, mais cela fait plusieurs semaines que nous mettons en lumière ce qui s'appelle Clap for Carers, où les gens sortaient donc devant chez eux une fois par semaine pour applaudir ou taper sur des casseroles ou faire du bruit, en tout cas, pour les soignants et les autres travailleurs du quotidien. Donc, c'est quelque chose que les gens ont bien compris. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé en France, mais il y avait un personnage qui s'appelait Captain Tom, qui approchait des 100 ans et qui a utilisé son déambulateur pour se promener dans son jardin pour les soignants. Et donc ça a fait le buzz et nous en avons parlé dans notre émission matinale à la télévision et il a réussi à recueillir des fonds de façon assez importante pour nos services de santé. Il vient d'être anobli par la reine. Et puis, nos stations de radio locales avaient un feature qui s'appelait « Comment faire la différence ?» qui mettait l'accent sur la façon dont de petits actes de solidarité au sein des populations pouvaient aider les individus à surmonter leurs difficultés. Et puis, un certain nombre de nos correspondants les plus connus ont lu des poèmes qui les ont aidés aussi à traverser cette crise. C'était dans notre émission Radio du matin. Donc, nous racontons bien entendu l'histoire de la pandémie elle-même. Nous parlons de son impact, mais nous essayons aussi d'apporter un espoir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Mais je dirais que la plus grosse différence
par rapport à une période normale, c'est la quantité d'informations brutes que nous livrons à nos publics, à la télévision, à la radio, mais évidemment sur Internet. Et les gens avaient vraiment faim de faits. Ils voulaient également qu'on leur explique les aspects les plus compliqués de la maladie et des différentes restrictions qui s'imposaient à eux. Ils avaient besoin de cela, en plus d'une approche plus classique de l'info qu'évidemment nous continuons à apporter. Et au fil de l'évolution de la crise, les attentes du public ont également évolué. Au début, il y avait sans doute une espèce d'esprit de temps de guerre, et puis on est tous dans le même bateau. Ça, c'était vraiment le ressenti principal dans le pays. Et c'est ce que les gens voulaient entendre et voir dans les infos. 22 millions de personnes ont regardé l'allocution du Premier ministre quand il a annoncé l'imposition du confinement en mars. Mais au fil de la crise, la nature des informations dont les gens ont besoin a également évolué. Plus de responsabilité, plus de défiance face au gouvernement, face aux difficultés du gouvernement dans la gestion de la crise. Les critiques sont montées, le consensus politique a commencé à s'effriter, et il y a plus de débats politiques. Donc on est passé dans une nouvelle phase. Pour vous donner un exemple, il y a eu des problèmes très importants sur le système de test et de tracking des malades. Il a été très lent au démarrage, les capacités étaient insuffisantes. Et puis, à l'automne, également de grandes difficultés. Donc, c'est quelque chose que nous avons analysé pour nos publics. Et nous avons une équipe de fact-checking interne qui s'appelle Reality Check, qui regarde les affirmations qui sont faites sur le nombre de tests effectués et vérifier la véracité de ces faits. Et puis, il y a eu d'autres divisions, d'autres fossés qui se sont creusés. Peut-être le fossé entre ceux qui mettent l'accent sur la santé publique dans cette crise par rapport à ceux qui mettent plus l'accent sur le coût économique et l'impact économique pour les entreprises, pour les salariés. Donc il a fallu évidemment que nous couvrions tous ces aspects de l'information, mais de manière équilibrée. Comment équilibrer ces deux aspects? Les impacts ont été différents dans différents groupes ethniques. Certaines minorités ethniques ont plus souffert que la population blanche. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a créé beaucoup d'inquiétudes, et c'est quelque chose que nous avons traité. Il y a aussi l'impact sur les jeunes, qui sont évidemment proportionnellement moins affectés que les personnes plus âgées. Là aussi, il a fallu trouver un équilibre. Pour revenir à ce que je disais en introduction, il faut que l'impartialité entre en jeu dans ces considérations. Et puis la crise a créé des tensions au sein de différentes régions anglaises ainsi qu'entre les différentes nations qui composent le Royaume-Uni, et ça a créé des problèmes très importants, des problèmes politiques, mais aussi des préoccupations du public qu'il nous a fallu couvrir partout au Royaume-Uni. Et évidemment, maintenant, nous devons affronter la deuxième vague. Et en plus de cela, il est intéressant de noter que cette semaine, nous sommes en train de couvrir des décisions passées, car suffisamment de temps est passé depuis le début de cette crise pour que nous puissions réexaminer un certain nombre de décisions publiques qui avaient été prises au début de la crise. Nous pouvons déjà essayer de les juger et d'écouter le jugement de différents politiques ou de différents organismes publics. Demain soir, nous diffusons un documentaire sur la politique du gouvernement. Le gouvernement a-t-il vraiment suivi les avis scientifiques? Nous avons aussi parlé cette semaine sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, les achats publics, d'équipements de protection. Et puis, nous avons regardé aussi les différentes nominations à des postes publics
sans les processus de recrutement et de surveillance habituels. Et là, le traducteur va essayer de traduire le mot « chamocracy » qui est la potocratie, en fait, une sorte de népotisme où on donne des boulots à ses copains. Donc, dans cette couverture de la pandémie, évidemment, tout cela s'est évidemment déroulé dans le contexte d'un gouvernement aux positions assez radicales qui disent faut qu'on fasse le Brexit, mais aussi assez radicales dans la façon dont ils ont souhaité aussi bouleverser d'autres institutions, y compris la BBC. Donc il y a des questions de continuation de la redevance pour le financement de la BBC. Au début de la crise, les ministres refusaient d'apparaître comme invités dans nos émissions politiques. Le matin, le Today Program, qui est la grande émission de news de la radio du matin. Mais tout cela a démontré assez rapidement qu'il fallait pouvoir trouver des sources d'informations de confiance. Et entre avril et septembre, nous avons eu la plus grosse audience télévisée depuis la guerre en Irak en 2003. 85% des téléspectateurs de ce pays se tournent vers la BBC toutes les semaines. Donc, il y a eu une augmentation très forte de la consommation de nos services d'information. Un autre exemple, nous avons une application qui s'appelle le Postcode Tracker, dans laquelle vous pouvez rentrer votre code postal sur notre outil en ligne et ça vous donnera l'état du développement du coronavirus dans cette zone. Et pour l'instant, nous avons eu 200 millions de vues. C'est notre produit en ligne qui a rencontré le plus de succès. Donc, apporter des informations fiables, évidemment, c'est une grosse partie de la contribution de la BBC à cette pandémie. Mais nous devons également faire face à ce que j'appellerais une deuxième crise. Une deuxième crise, c'est ce que l'OMS appelle l'infodémie. On a tous bien vu, on est tous de plus en plus conscients, malheureusement, des impacts de la désinformation ou de la mésinformation. Et l'une des réponses mises en place par la BBC, c'est d'essayer de prendre le leadership dans la Trusted News Initiative, qui est une initiative avec d'autres partenaires des médias, y compris l'AFP et d'autres, en association avec les plateformes de réseaux sociaux principales pour essayer de créer un système d'alerte en temps réel. Alors, c'est quelque chose qui ne couvre pas, bien entendu, l'ensemble des contenus en ligne ou l'ensemble des réseaux sociaux. Évidemment, nous ne voudrions pas nous retrouver dans cette position-là, mais il y a été beaucoup question de l'intégrité du processus électoral et également l'intégrité de la vie humaine. Donc, un mécanisme a été en place pour les élections au Royaume-Uni, ce même mécanisme a été en place pour les élections américaines, mais également pour les élections à Taïwan et en Birmanie. Et l'élément qui concerne les menaces immédiates à la vie humaine, évidemment, ça c'est quelque chose qui s'applique au domaine du coronavirus. Et la désinformation, la mésinformation, les informations des anti-vaccins, par exemple, tout cela, c'est quelque chose qui devrait... James, est-ce que vous m'entendez? James, can you hear me? Excusez-moi de vous interrompre dans est absolument passionnant, mais comme je vois que l'horloge tourne extrêmement vite malheureusement, je voudrais vous poser une question qui me paraît importante. Vous avez à plusieurs reprises parlé du front, de cette guerre contre la pandémie, et c'est une expression qu'on a aussi beaucoup utilisée en France, la couverture, d'une part les politiques l'ont beaucoup utilisée. Comment faire pour que des journalistes, quand on couvre une guerre, le front est généralement très loin de chez nous. On va couvrir des conflits loin de nos bases et de nos rédactions. Et donc avec une forme d'impartialité qui est aussi due à l'éloignement physique, à une autre culture. Comment fait-on
pour imposer à une maison comme la BBC de réussir à rester impartial quand on couvre un front qui peut être aussi un front personnel. Beaucoup de journalistes à la BBC ont dû être confrontés à des cas de coronavirus dans leur famille, chez leurs proches, ne serait-ce que des inquiétudes ou des peurs qui sont bien légitimes. Comment réussir à faire une couverture impartiale et honnête d'un événement qui peut aussi toucher votre entourage? Alors oui, c'est une bonne question. Alors moi, je ne suis pas très à l'aise. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce vocabulaire guerrier. Attention, oui, Monsieur Stevenson a la traduction en même temps qu'il parle, donc il n'arrive pas à s'exprimer. Donc je ne suis pas très à l'aise avec le vocabulaire guerrier, mais il est important de dire, et on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais nous avons un engagement d'impartialité qui fait que nous devons faire attention à ce dont nous parlons, sur la façon dont nous en parlons, quel est le poids que mérite telle ou telle information. Évidemment, c'est un équilibre qui change au fil du temps. Mais je le disais tout à l'heure, je pense que ce que souhaite entendre le public a changé au fil du temps. Et donc, il faut qu'on puisse s'adapter, il faut également qu'on puisse refléter leurs préoccupations et répondre à leurs préoccupations. Et ça, on le fait autour de la table dans la gestion de cette crise. Merci beaucoup. Malheureusement, James Stevenson, nous sommes arrivés au terme de cet entretien qui était absolument passionnant. Je vous remercie encore une fois infiniment d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui à Média en scène depuis Londres. J'espère que nous aurons le plaisir, une fois que nous pourrons recommencer à franchir les frontières et retraverser la Manche, j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir l'an prochain physiquement à Média en scène. Merci infiniment pour cette contribution et cet éclairage absolument passionnant et nécessaire pour nous tous sur la manière dont la BBC a travaillé et continue à travailler pendant cette crise du coronavirus. Et bon courage à vous. Merci, Monsieur Stevenson. C'est la fin de cet entretien avec James Stevenson. Merci infiniment de l'avoir suivi. Le Média en scène continue évidemment pour encore quelques heures sur le site de Média en scène. Ici à Radio France, il y a encore et aux Échos des entretiens, des tables rondes, des masterclass. Merci de continuer à nous suivre et à très bientôt.